Pendant ce temps, Xi Jinping était au Tibet pour une rare visite et hautement symbolique. Le président chinois a assisté aux célébrations du 60e anniversaire de la région autonome du Tibet, toujours marquée par des mouvements d'opposition au pouvoir central chinois. Pour comprendre les enjeux de ce déplacement, nous recevons Pierre-Antoine Donnet, rédacteur en chef d'Asia Magazine. Merci d'être avec nous. C'est la deuxième fois seulement que Xi Jinping se rend au Tibet depuis ses 12 années au pouvoir. Comment faut-il comprendre cette visite? Quel est le message qu'il veut envoyer? Je crois qu'il y a un double message à l'égard de la population chinoise et également de l'étranger. Le premier message, c'est de dire « je suis en bonne santé ». Parce qu'un homme de 72 ans séjourner une journée entière à une altitude de près de 5000 mètres, ça n'est pas anodin. Et tout ça, c'est sur fond de rumeurs qui ont largement circulé il y a quelques mois déjà sur le fait qu'il aurait eu une sorte d'anévrisme. Donc là, c'est une façon de démontrer que non, et qu'il est bien au pouvoir et qu'il est solidement au pouvoir. Ça, c'est le premier message. Pendant cette visite, il a appelé à l'unité interethnique. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors l'unité interethnique ou pluriethnique, c'est toujours le même message. Nous sommes, nous les Han, près de 90% de la population, et vous, les minorités ethniques, vous n'êtes que 5 à 10%, donc on va vous assimiler, et en particulier les Tibétains. Vous parliez tout à l'heure donc du premier message qu'il a envoyé. Quels sont les autres messages qu'il a voulu envoyer? Alors, le deuxième message, c'est donc qu'il a appelé à l'unité nationale. C'est une autre façon de parler de la pluriethnicité. L'unité nationale, c'est les 1,4 milliard de Chinois, tous ensemble derrière le Parti communiste chinois, à diriger la Chine. C'est le parti qui dirige la Chine et vous êtes là pour nous obéir, en gros. Est-ce qu'il veut montrer que cette région est non négociable, tout comme le Xinjiang ou encore Taïwan? Taïwan, qui on l'a vu dans notre journal, vient tout juste de prévoir d'augmenter son budget de défense. Oui, alors justement, là, il y a deux points. Concernant le message, donc, effectivement, d'unité nationale, c'est de dire que les Tibétains, vous êtes au sein de la nation chinoise et il n'y a pas de place pour toute dissidente. Et d'ailleurs, j'ajoute qu'il n'a pas prononcé le nom du Dalai Lama. Il ne pouvait pas le faire d'ailleurs parce que, évidemment, immédiatement au sein de la population tibétaine, ça évoquerait beaucoup de choses. J'ajoute que, à l'égard de Taïwan, par exemple, aussi, le message c'est, un jour ou l'autre, vous allez rejoindre ce qui s'appelle la mère patrie. Mais ça n'est pas si simple. Vous venez de parler du Dalai Lama, il vient de célébrer ses 90 ans. Qui pour lui succéder alors qu'on le sait, Pékin veut contrôler cette succession? Alors bien sûr, mais vous savez, le numéro 2 de la hiérarchie religieuse tibétaine, c'est le Panchen Lama. Quand le précédent est décédé, immédiatement Pékin en a choisi un autre à sa solde, c'est-à-dire qui répond exactement à tous les critères voulus par le Parti communiste chinois. Ils espèrent faire la même chose avec le Dalai Lama, si bien que de toute évidence, on en aura deux. Il y aura le successeur qui sera désigné par les Tibétains en exil après le décès du Dalai Lama, qui, comme vous l'avez dit, a 90 ans. Et il y aura celui choisi par la Chine, qui n'aura aucune autorité réelle. On a appris qu'en 2026, la Chine allait exclure la langue tibétaine des matières obligatoires au concours national d'entrée à l'université du Tibet. Officiellement, c'est pour moderniser et harmoniser l'accès à l'université. Est-ce que cela veut dire qu'on accélère une assimilation culturelle forcée? Eh bien, vous voyez, quand on parle de moderniser, c'est ça, c'est l'assimilation. L'assimilation, c'est de réduire en cendres tout ce qui fait la richesse de toutes ces cultures, de toutes ces minorités ethniques, entre guillemets, qui habitent en Chine. Alors que ce soit les Tibétains, que ce soit les Kazakhs, que ce soit les Ouzbeks, que ce soit tous les autres, non, c'est fini, vous êtes chinois. Au-delà de l'aspect culturel, quels sont les autres objectifs stratégiques de la Chine au Tibet ? Alors, ils sont multiples. En quelques minutes, je peux simplement vous dire que le plateau tibétain est à une altitude moyenne de 4500 mètres. Donc, il domine l'Inde, le Népal et d'autres régions. Donc, c'est une position stratégique. Outre cela, il y a aussi les ressources du sous-sol. Et vous avez abordé le sujet. Il y a aussi un très grand barrage en cours de construction qui sera le plus grand barrage du monde sur le Brahmapoutre, qui est en tibétain, et le Yarlung Tsongpo. Vous parliez des rumeurs sur l'état de santé de Xi Jinping. Il est encore au pouvoir jusqu'en 2028 dans un pays qui est en crise économique. Est-ce qu'il est fragilisé? Comment est-ce que vous voyez la suite? D'abord, je dois dire qu'il n'a jamais désigné de successeur. Ce qui montre deux choses. La première, c'est qu'il entend rester au pouvoir aussi longtemps que possible. Et la deuxième, ne pas désigner un successeur, c'est en fait craindre un opposant potentiel.
Donc c'est faire table rase pour dire je suis le seul maître à bord. Mais pour reprendre ce terme de rumeur qui là s'applique un peu moins à ce qu'on avait entendu parler il y a déjà avant l'été, c'est de dire que quand même il est contesté au sein du régime. Alors évidemment, toute contestation publique est immédiatement châtiée, mais les dissensions existent parce que toute une série d'informations parviennent en Occident. Comment elles se manifestent, ces oppositions? Alors tout simplement, ce sont des fuites organisées où les noms des auteurs disparaissent en direction de l'Occident, sachant que là, il y aura une caisse de résonance.